Depuis le 11 septembre, les agences de renseignements américaines vivent dans la crainte d'une nouvelle attaque. Le 20 août 2004, un officier du comté de Baltimore dans l'État du Maryland remarque une femme d'origine moyen-orientale filmant le pont de la baie de Chesapeake depuis un SUV Nissan Infiniti QX4. Après interception, le conducteur, Ismail Selim El-Barras, Ismail Selim Al-Bourassi, déjà surveillé par le FBI pour des liens présumés avec le terrorisme islamiste, est arrêté avec sa femme et leurs 3 enfants. Les chiens détecteurs d'explosifs ne trouvent rien, mais ceux de stupéfiants réagissent positivement. La famille est interrogée. La vidéo du pont analysée. Était-ce une vidéo de reconnaissance ? Elle se concentrait sur la chaussée, la structure métallique en acier, les câbles et le garde-corps du pont et ses joints. Dans la foulée, El-Barras a été placé en garde à vue et sa famille remise en liberté. Le FBI a enfin mis la main sur le plus important archiviste des Frères musulmans en Amérique du Nord. L'enquête du FBI révélait qu'Ismail Selim El-Barras était un acteur clé du réseau de financement occulte du Hamas palestinien depuis les États-Unis. Entre 1988 et 1993, il était associé à Moussa Abu Marzouk, l'ancien chef du bureau politique du Hamas. Les deux avaient un compte joint à la First American Bank of Virginia. Il a participé à la collecte et au transfert de fonds importants destinés à soutenir les activités terroristes du Hamas et les brigades Al-Qassam. Il se consacrait principalement au recrutement et au financement, utilisant des comptes bancaires pour acheminer près d'$1 million vers la Cisjordanie et Gaza. Ces activités visaient à renforcer le Hamas et à saper le processus de paix israélo-palestinien. Notons au passage qu'Ismail El-Barras a coécrit la biographie posthume du premier contrôleur général des Frères musulmans à Gaza, un certain Hani Mustafa Psessou. La dite biographie est préfacée par Youssef Al-Qaradawi, c'est lire. Lors de la perquisition à son domicile, le FBI a découvert une cave dans la cave, pour ne pas dire un mini-tunnel, et plus de 80 boîtes d'archives des Frères musulmans. Le FBI a saisi plus de 200 supports ou lots, documents financiers, justificatifs de transfert de centaines de millions de dollars au Hamas, documents administratifs, supports informatiques, photos, vidéos, correspondances, argent liquide en plusieurs milliers et en plusieurs devises, américaines, libanaises, syriennes et algériennes, objets personnels et professionnels, documents à caractère religieux ou politique liés aux Frères musulmans et au Hamas, etc. Ces documents ont prouvé aux autorités américaines que les Frères musulmans et le Hamas sont 2 faces de la même monnaie. Le réseau associatif frériste agissait pour le compte du Hamas, qui a été surveillé et désigné comme organisation terroriste par les États-Unis le 8 octobre 1997. Parmi ces documents, un en particulier a été d'une importance majeure. Il s'agit du document intitulé مذكرة تفسيرية للهدف الاستراتيجي العام للجماعة في أمريكا الشمالية. Un document en arabe, je traduis. Mémorandum explicatif du but stratégique général du groupe des Frères musulmans en Amérique du Nord, daté du 22 mai 1991. Lors du célèbre procès à Dallas de la HLF, Holy Land Foundation, Fondation de la Terre Sainte pour le secours et le développement, ce document a été considéré comme une pièce à conviction majeure. 5 dirigeants de la HLF ont été reconnus coupables et condamnés de 15 ans à 65 ans de prison ferme pour financement du terrorisme du Hamas. En 2013,
L'analyste politique Frank Gaffney, qualifié par la sainte Wikipédia, je cite, de militant politique d'extrême droite américain complotiste et islamophobe, a publié ce document des frères musulmans afin d'alerter l'opinion publique américaine sur leurs objectifs à long terme en Amérique du Nord. J'ouvre les guillemets, détruire la civilisation occidentale de l'intérieur, je ferme les guillemets. Preuve matérielle à l'appui. En février 2017, The New York Times a rendu ce document accessible en ligne. Par la suite, des militants pro-frères musulmans ont vivement contesté ces preuves, invoquant les ressorts habituels de la victimisation et dénonçant une supposée islamophobie. Le Washington Post a notamment publié une tribune d'un certain Arjun Sain Sethi, militant sikh pro-frères musulmans, dont les prises d'opposition sur les réseaux sociaux rappellent celles des frères musulmans sur le plan de l'antisémitisme. Ce document daté du 22 mai 1991, signé par un certain Mohammed Akram, mais sans son nom de famille, qui est Al-Adlouni, dit clairement et sans ambiguïté que le rôle du frère musulman en Amérique du Nord est la conduite du processus du Tawtin, décrit comme étant une opération djihadiste et civilisationnelle dans toute la portée du terme. Ce haut dirigeant des frères musulmans a rappelé à ses frères leur devoir et leur engagement. Il a écrit « Les frères musulmans doivent comprendre que leur travail en Amérique est une forme de grand djihad pour éliminer et démolir la civilisation occidentale de l'intérieur et saboter ces maisons malheureuses de leurs propres mains et celles des croyants musulmans afin qu'ils soient expulsés et que l'islam domine toutes les autres religions. » Fin de citation. Précisons que ce mémorandum explicatif, comme son titre l'indique, s'inspire d'un autre document secret, Stratégie à long terme, adopté en 1987 par les instances dirigeantes des frères musulmans aux États-Unis d'Amérique. La dite stratégie à long terme est connue aussi sous le titre Plan des 100 ans ou Stratégie mondiale de la politique islamique rédigée par le Tanzim international des frères musulmans à partir de décembre 1982. Elle n'est autre que la traduction d'un extrait du discours Les frères musulmans sous la bannière du Coran prononcé par Hassan al-Banna le 4 avril 1939. Dans ce discours, le fondateur des frères musulmans a défini la mission de sa mouvance en ces termes. Je cite. « Quelle est donc notre mission, nous les frères musulmans ? En général, c'est de faire face à cette vague tyrannique provenant de la civilisation matérielle, de la luxure et des désirs qui a emporté les peuples islamiques. Elle les a éloignés de la direction du prophète, de la guidance du Coran, et elle a privé le monde de la lumière de sa sagesse et a retardé son progrès de plusieurs siècles, jusqu'à ce qu'elle recule de nos terres, désespérée de sa survie. Nous ne nous arrêterons pas à cette limite, mais nous poursuivrons la civilisation occidentale jusque dans ses propres foyers, et nous l'anéantirons dans son propre territoire, jusqu'à ce que le monde entier se mette à glorifier le nom du prophète, que toute la terre soit guidée par les enseignements du Coran, et que l'ombre de l'islam triomphant s'étende sur la terre. » Fin de citation. Notons au passage que Mohammed Akram al-Adlouni n'est pas une figure marginale des frères musulmans. Il a occupé une place centrale dans la structure des frères musulmans aux États-Unis. Son importance pour la mouvance islamiste réside dans sa capacité à articuler une vision stratégique à long terme et à organiser la mise en œuvre concrète des objectifs du mouvement sur le sol américain et même au-delà. Membre de l'organe central des frères musulmans en Amérique, il est listé dans des documents saisis par le FBI juste en dessous de Moussa Abou Marzouk,
alors président du conseil d'administration des activités du Hamas aux États-Unis. Le CV de Mohamed Akram Al-Adlouni est sans appel. Consultant et expert administratif du ministère des Affaires religieuses au Qatar de 1995 à 1996, et depuis 1996, il est expert en développement administratif au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur au Qatar. Il est l'auteur et le co-auteur de plusieurs livres au sujet de la planification stratégique, notamment avec le leader frériste sulfureux et antisémite, Tariq Souaïden, qui vient d'être déchu officiellement de sa nationalité koweïtienne par décret émirien, publié au journal officiel du Koweït ce dimanche 7 décembre 2025. Va-t-il solliciter l'exil politique dans un pays européen, pourquoi pas la France? Actuellement, Mohamed Akram Al-Adlouni entretient sur Zoom tous les samedis soirs à 20h, heure de la Mecque, le récit terroriste du pogrom du 7 octobre 2023. Que dire de plus? Le mémorandum explicatif saisi par le FBI et portant la signature de Mohamed Akram comporte une lettre introductive destinée au responsable général des Frères musulmans aux États-Unis, au secrétaire général et aux membres du Conseil de la Shoura. Il est articulé autour de 4 chapitres. Je cite: introduction explicative, le concept du Tawtin, le processus du Tawtin et les institutions globales du Tawtin. Ce document explique que la destruction de la civilisation occidentale en Amérique passera nécessairement par un processus à 5 marches. D'abord le Tawtin, ensuite l'institutionnalisation, après la stabilisation, ensuite le Tamkin et enfin l'enracinement. Le document explique le Tawtin en ces termes: que l'islam et son mouvement fassent partie de la patrie où ils vivent. L'institutionnalisation, at-ta'sis, que l'islam devienne des institutions aux fondations solides qui constituent les bases de la civilisation, de la construction et du témoignage. La stabilisation, al-istiqrar, que l'islam soit stable sur la terre où ses fidèles évoluent. Le tamkin, at-tamkin, que l'islam tienne fermement les âmes, les esprits et la vie des habitants du pays où il évolue. Et enfin l'enracinement, at-ta'sil, que l'islam soit authentique et non étranger, c'est-à-dire profondément enraciné dans le sol où il évolue et non une plante étrangère à ce sol. Le mémorandum explicatif a appelé les frères musulmans actifs aux États-Unis dans les années 90 à un saut qualitatif dans la méthodologie de pensée et un changement de mentalité. Il a vivement recommandé, entre autres, je cite, de passer d'une mentalité de pensée partielle à une mentalité de pensée globale, de passer d'une mentalité de planification partielle à une mentalité de planification stratégique, de passer d'une mentalité de prudence et de réserve à une mentalité d'audace et de liberté disciplinée, de passer d'une mentalité d'organisation des élites à une mentalité d'organisation populaire, de passer d'une mentalité de confrontation à une mentalité d'inclusion, de passer d'une mentalité de principe à une mentalité des programmes, et surtout, et c'est là le cœur de ce mémorandum, de passer d'une mentalité d'idées abstraites à une mentalité d'institutions réelles. Fin de citation. Ensuite, ce document a listé 17 institutions spécialisées à mettre en place en transformant des noyaux déjà existants autour des mosquées et des centres islamiques, une sorte de prémisse d'un État dans l'État, d'une contre-société parallèle de substitution et de remplacement,
Parmi ces institutions spécialisées, on trouve l'institution organisationnelle et administrative, comporte un institut de formation, de développement, de perfectionnement et de planification, des experts reconnus dans ce domaine, une revue périodique sur le développement et la gestion islamique, des camps et des salles pour diverses activités, une banque de données pour l'information, le recensement et les statistiques démographiques, un réseau de télécommunications sophistiqué, des archives modernes, du patrimoine et de la production des frères musulmans. Il y a aussi l'institution de prédication et d'éducation avec ses prédicateurs, ses centres d'endoctrinement, ses chaînes de télévision, ses radios, ses revues et publications, ses associations du dialogue interreligieux. Il y a aussi l'institution politique composée d'un parti politique central, bureaux politiques locaux, figures politico-médiatiques, relations et alliances, organisation américaine pour l'action politique islamique, centre d'information avancée, etc. L'institution médiatique et artistique comporte, elle, un journal quotidien, des magazines notamment pour femmes et enfants, des stations de radio, des programmes télévisés, des imprimeries et systèmes de composition typographique, un studio de photographie et d'enregistrement, des troupes de théâtre et de chant islamique, un bureau de marketing et de production artistique, etc. L'institution économique comporte une banque islamique centrale, des fondations islamiques du Waqf, des projets d'investissement, une institution de prêt sans intérêt. Il y a aussi l'institution scientifique, éducative et professionnelle qui comporte des centres de recherche scientifique, des instituts techniques et de formation professionnelle, une université islamique, des écoles islamiques, un conseil de l'éducation et de la recherche scientifique, des centres de formation des enseignants, des associations scientifiques dans les écoles, un bureau d'orientation académique, un service chargé de l'élaboration des manuels et des programmes islamiques. Concernant l'institution intellectuelle et culturelle, elle comporte des centres d'études et de recherche, des think tanks, des organisations culturelles et intellectuelles, des associations spécialisées de sociologues, de scientifiques et d'ingénieurs, un institut de la pensée et de la culture islamique, une maison d'édition, de traduction et de distribution du livre islamique, un bureau d'enregistrement, d'historiographie et d'archivage, un projet de traduction du Coran et des hadiths de Mahomet, etc. Il y a aussi l'institution sociale qui comporte des clubs sociaux pour la jeunesse et les enfants, garçons et filles, des communautés, des associations locales de services sociaux liés au centre islamique, une organisation islamique de lutte contre ce que le mémorandum appelle les maladies sociales de la société américaine, SIC, des projets de logement islamique, des bureaux de mariage et des affaires familiales. Ensuite, il y a l'institution jeunesse qui comporte des organisations de jeunesse centrales et locales, des clubs et d'équipes sportives, des troupes de scouts, etc. L'institution des femmes comporte des associations féminines centrales et locales, des instituts de formation, d'emploi artistique et de gestion domestique, des instituts de formation des prédicatrices, des crèches islamiques. Ensuite, il y a l'institution sécurité qui comporte des clubs de formation et d'apprentissage des techniques d'autodéfense, un centre dédié aux affaires sécuritaires, techniques, intellectuelles, humaines. Il y a aussi l'institution juridique qui comporte un conseil juridique central, un tribunal islamique central, une association des avocats musulmans, une organisation islamique de défense des droits des musulmans, etc. Toutes ces institutions orbitent autour de mosquées et de centres islamiques et bénéficient des avantages que permet un réseau maillé quadrillant tout le territoire des États-Unis. Ces institutions ne servent aucunement la foi, comme quête discrète de soi, mais elles s'en servent dans leur conquête islamique ostentatoire, provocatrice et totalitaire de tous les espaces publics et privés. 30 ans après la rédaction de ce mémorandum explicatif,
l'on ne peut que constater l'efficacité redoutable des frères musulmans en Amérique du Nord. Ils ont réussi à infiltrer des institutions politiques locales et fédérales, d'imposer le récit de l'islam dans diverses sphères de la société américaine, de gagner la bataille idéologique, surtout auprès des jeunes, de nouer des liens forts avec de nombreuses figures importantes et influentes du Parti démocrate. Le seul président frère musulman, Mohamed Morsi, élu en Égypte après le mal nommé printemps arabe qui fut télécommandé, téléguidé depuis le Qatar, avait fait ses armes au sein de la branche des frères musulmans aux États-Unis. Disons que les deux premiers stades de leur processus d'islamisation de l'Amérique du Nord, à savoir le stade du Tawtin et le stade de l'institutionnalisation, sont désormais derrière eux. Le troisième stade, celui de la stabilisation, est déjà trop avancé. Les frères musulmans seraient même à quelques encablures du Tamkin. L'élection récente de l'islamiste marxiste Zoran Mamdani comme maire vert rouge de New York, un quart de siècle après les attentats du 11 septembre, en est la manifestation évidente. Constatons qu'il est minuit moins 2. Le 24 novembre dernier, Donald Trump a entamé un processus visant à désigner certaines branches des frères musulmans comme organisations terroristes. Il s'agit, pour commencer, des frères musulmans d'Égypte, de la Jordanie et du Liban, qui constituent un collier terroriste et antisémite, encerclant immédiatement Israël et constituant une base arrière limitrophe de repli pour ce qui reste du groupe terroriste du Hamas. Bien que ce type de classement soit une compétence fédérale, l'État du Texas a inscrit depuis le 18 novembre les frères musulmans et leur organisation CAIR, Council on American Islamic Relations, l'équivalent du CCIF et du CCIE, sur sa liste locale des organisations terroristes. Ce mardi 9 décembre, l'État de Floride a fait de même. Pendant ce temps, l'Union européenne ouvre grand ses portes à cette idéologie de conquête, à cet islam conquérant sous la bannière d'un Coran et de sabres. Elle finance à plusieurs millions d'euros des projets tels que le Coran européen et la promotion du voile islamique. Elle subventionne des structures fréristes comme le Secours islamique, les réseaux Femiso et Enar, et ne tient compte curieusement d'aucune alerte, d'aucun signalement. Est-ce par esprit défaitiste? Est-ce par compromission? Est-ce par corruption menée par le Qatar dans les couloirs de la Commission? Question légitime. L'Union européenne et la France devront se rappeler de cette déclaration de Shakib Ben Maklouf, ex-président du Conseil des musulmans européens, qui a dit en 2008 : « Nous, les frères musulmans, disposons d'un programme de travail clair, assorti d'un plan d'action sur 20 ans, un plan à court terme, un plan à moyen terme et enfin, un plan à long terme. » Cette déclaration s'inscrit dans la même stratégie des 100 ans évoquée au début. Rappelons aussi que le 30 novembre 2000, sur la chaîne qatari Al Jazeera, Youssouf Al-Qaradawi a dit « Avec la volonté d'Allah, l'islam retournera en Europe et les Européens se convertiront à l'islam. Ils seront ensuite mieux à même de propager l'islam dans le monde mieux que nous, les anciens musulmans. Tout cela est possible par Allah. » Le 28 juillet 2007, le même Youssouf Al-Qaradawi a dit « La conquête de Rome, la conquête de l'Italie et de l'Europe signifie que l'islam reviendra une nouvelle fois en Europe. » Est-ce que cela veut dire que cette conquête se fera par la guerre? Non, répond Youssouf Al-Qaradawi. Ce n'est pas nécessaire. Il y a une conquête pacifique
et la conquête pacifique est un des principes de cette religion, je prévois que l'islam reviendra en Europe sans avoir recours à l'épée. Cela se fera par la prédication et les idées. Fin de citation. À vrai dire, je n'ai rien découvert de nouveau en lisant ce mémorandum explicatif. Car dès 2016, dans mon essai autobiographique Pourquoi j'ai quitté les frères musulmans, j'avais consacré 5 chapitres entiers au projet des frères musulmans en France et en Europe. J'ai expliqué les fondements idéologiques du Tamkin et aussi du Tawtin, son processus, ses institutions, ses acteurs, ses financiers, ses cibles. L'avant-dernier chapitre portait ce titre: Contre le Tamkin, la République et la laïcité. Je l'avoue, je me suis trompé. Car 10 ans plus tard, je constate que ni la République, affaiblie et fragilisée, ni la laïcité française et sa loi du 9 décembre 1905 ne peuvent constituer un rempart solide contre le civilicide en cours et l'ensauvagement délibérément orchestré visant à précipiter à terme la France dans l'abîme de la soumission au califat frériste mondial. Si je devais réécrire ce chapitre aujourd'hui, je l'intitulerais sans hésiter Contre le Tamkin, la civilisation et la France.